c'est la même chose. Le gars, il a fait la même chose. J'ai pris ma dernière paye qui était 2200 $. On était sur une table de poker, moi et ma femme. On a joué pendant à peu près une journée et demie de temps. On était chercher 65 000 de là. On était capable de faire le payroll pour les 3 prochains payrolls de notre équipe. Ça nous a donné le temps de recevoir notre shred, puis on était capable de Non! survivre pour toute une autre année avec ça. Donc, faut tout le temps, Wow! faut être original. Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, en présence de Jonathan Gagné, fondateur et chairman de la startup Fate. Jonathan, comment vas-tu cette semaine? Très bien, très bien. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est très apprécié. C'est un grand plaisir et je dois déposer sur la table ici que moi et Jonathan, on a eu la chance de se parler dans les dernières années et j'ai vu un peu les tout débuts de la naissance de sa startup et les différents pivots et les embûches qu'il a eues. Et là, on a repris contact dans les dernières semaines et wow, que c'est le fun, Jonathan, de voir où ce que vous en êtes rendu aujourd'hui. Et je suis content qu'on puisse partager ça un petit peu avec la communauté aujourd'hui. Avant de rentrer dans l'histoire de Fate, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu pour l'audience, là, c'est quoi la startup Fate? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre persona cible? Parfait, parfait. Merci beaucoup. Premièrement, Fate, on a créé une nouvelle type de biométrie, une biométrie comme une empreinte digitale ou une empreinte faciale, une empreinte vocale. Mais nous, c'est une empreinte basée sur votre comportement, basée avec la façon que vous interagissez avec votre souris, votre keyboard, avec votre touchscreen de votre mobile. À partir de là, on collecte des milliers de patterns comme la vitesse de votre clic, la vitesse de votre mouvement, la curve de votre souris, votre typing cadence. Et ensuite, on crée une biométrie avec ça. Donc, on l'utilise pour pouvoir réussir à augmenter la sécurité sur plusieurs niveaux. Le niveau du IAM, PIM, Zero Trust Architecture, Endpoint Detection Response. Pardon, à propos de mon friendlish, il y a beaucoup de termes qui vont sortir en anglais, mais C'est correct. je vais faire mon possible pour pouvoir le plus possible en français. Et ensuite, on utilise ça pour pouvoir réussir à renforcer, soit pour pouvoir protéger les insider threats, les menaces internes, qui représentent 60% des menaces aujourd'hui, ou tout simplement les plateformes en ligne pour pouvoir réussir à baisser le niveau des chargebacks, le niveau des accounts takeover, etc. En gros, c'est qu'est-ce qui est fait. Donc, on est vraiment dans la sécurité, cybersécurité. C'est un concept extrêmement innovant là, que toi et Merci. je pense tes partenaires avaient apporté au marché. Vous étiez dans les premières startups à pousser un petit peu ce genre de technologie-là. Qui dit les premiers, dit des fois un petit peu en avant de la vague. J'aimerais ça savoir, si on recule en arrière, Jonathan, en quelle année là, vous avez eu cette idée-là de développer la startup? Puis, c'était quoi votre background un petit peu avant de dire, OK, on se lance, puis on se lance en bas de l'avion, là? Ben, en réalité, tout a commencé. J'ai tout été une personne qui a travaillé en cybersécurité depuis que j'ai 13 ans. En réalité, je travaillais pas du bon côté de la cybersécurité, mais après ça, j'ai grandi, j'ai été éduqué, puis j'ai été du bon côté. J'ai travaillé tout le temps en cybersécurité. On développait des mitigations de fraude avec device information, browsers information, IP geolocation, aussi des persistants cookies qu'on utilisait plusieurs langages pour pouvoir réussir à ce que ça reste directement dans votre ordinateur. Maintenant, c'est plus légal, mais c'était quand même très efficace et beaucoup de personnes utilisent encore cette technologie-là. Ensuite, j'ai bougé dans le AI
Et c'est là j'ai appris un peu, c'est comment est-ce qu'on pourrait réussir à faire une bonne combinaison entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité qu'on utilisait avant. Donc, c'est là que j'ai décidé de bouger au Mexique parce que je vivais à Toronto dans ce temps-là. Donc, c'était beaucoup trop dispendieux de quitter un emploi et d'avoir à payer mon appartement et tout et tout. Donc, j'ai bougé au Mexique. C'est là que j'ai développé mon MVP. J'ai réussi à faire mon produit et je l'ai présenté à IBM. C'est là que tout a commencé. Donc, c'est un peu comme ça que tout a démarré. Et là, on parle de quelle année quand tu as bougé au Mexique et tu as commencé à Merci, développer le excuse-moi, produit? j'ai pas répondu à ça. C'était en 2018 que j'ai bougé au Mexique. Le 18 février, c'est là que j'ai découvert la façon de faire ce MVP-là. Et en 2019 février, avril, c'est là que j'ai incorporé la compagnie. Et c'était pas très loin de la première date qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'était juste avant la COVID ou au début de la COVID qu'on a eu la chance de se croiser là, dans un événement de réseautage. Puis là, tu me parlais de la technologie que tu développais. C'est la première fois que j'entendais te parler de ça. Là, c'était très, très early stage. Il y a des partners, je pense, qui se sont joints à toi au début de l'aventure ou dans le milieu de l'aventure. Parle-nous un petit peu de ça, la dynamique de tout ça. Là. Définitivement. Tout a commencé, comme j'ai dit, que IBM a demandé de s'en venir à Toronto, de faire un partenaire avec nous. Et ensuite, c'est là que j'ai commencé à faire les incubations, les accélérateurs. La grosse question, comment est-ce que je fais pour pouvoir partir une business sans argent et comment est-ce que je peux travailler sur ma business en même temps qu'avoir une job. Donc, il fallait vraiment quitter la job et se concentrer à 100% sur la business. Et puis, je voulais savoir un peu comment réussir à raiser de l'argent pour pouvoir réussir à nous chercher un partenaire ou au moins avoir quelque chose dans le bas de laine pour pouvoir réussir à avoir une team plus gros. C'est là qu'on a fait plusieurs accélérateurs, incubateurs, ils m'ont montré un peu comment faire ça. Et puis, j'ai réussi à avoir l'information qu'avec des safes, j'ai eu des contacts avec des anges investisseurs. Ils ont investi. À partir de là, c'est là que j'ai eu plusieurs personnes qui ont joint l'équipe. J'ai eu ma femme, évidemment, qui est Vivienne Salmon, qui est l'ancienne présidente du barreau canadien. Et puis, j'ai eu aussi Samuel Lemay dans ce temps-là. Il était disponible, donc c'est un de mes amis de 25-30 ans qui travaillait en vente, donc il a jumpé dedans la compagnie. Et puis, plusieurs autres personnes ont commencé à se joindre. On a été partenaires avec IBM, Amazon, Microsoft, Okta, Duo, etc. J'aimerais revenir sur l'approche d'IBM qui a, je pense, grandement aidé au départ. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui les as approchés? Est-ce que c'est eux qui t'ont vu dans le radar? Comment la dynamique s'est déroulée? Bonne question. En réalité, j'ai envoyé mon produit directement en ligne dans un programme qui s'appelait IBM i3, qui est un incubateur pour pouvoir faire pour aider les innovations. C'est là que j'étais au Mexique. Ils nous ont dit, est-ce que je pourrais voir votre produit? Juste un démo. J'ai montré un démo. Ils ont dit, parfait, viens-t'en avec nous, on va pouvoir réussir à t'offrir un office, on va pouvoir réussir à t'offrir des mentors qui vont te donner un peu la perspective, qu'est-ce qui est un entrepreneur, comment est-ce qu'on peut gérer une équipe, comment est-ce qu'on peut bâtir une équipe, comment est-ce qu'on peut vendre en réalité notre produit à travers ce marché-là, les certifications, tout ce qu'on a de besoin, le gros package pour pouvoir réussir à partir une compagnie. À partir de là, j'ai eu plusieurs autres qui sont joints, Founder Institute, ensuite Spark, mais j'ai décidé de jumper out de Founder Institute parce qu'ils prenaient des pourcentages de la compagnie. Spark, c'est la même chose, j'ai jumpé out parce qu'ils prenaient des pourcentages de la compagnie. Mais le réseau a juste continué à grossir et à grossir et à grossir. Et puis, c'est un peu le réseau qui a fait en sorte que j'ai pu réussir à continuer en avant avec des investissements venant du réseau, des investissements venant de toutes les personnes que je réussis à rencontrer à travers ces incubateurs-là. En réalité, si je vais en liste, j'ai fait, comme j'ai dit, Spark, Founder Institute, Techstar, IBM i3, IBM HyperProtect Accelerator, Google for Startup, Startup en résidence chez Desjardins qui est excellent, Roger Cybersecure Catalyst. C'est important d'avoir un écosystème de cybersécurité autour de nous autres quand on travaille en cybersécurité. Donc, eux autres nous apportaient beaucoup. Trade Commissioner Services du Canada nous envoyait à travers le monde, plusieurs pays, jusqu'à Dubaï. Station FinTech Montréal, Highline Beta, Venture Lab, Insecam, Mars, Silex, Main, Canadian Technology Accelerator qui nous envoyait souvent à Silicon Valley et CyberEcho. Donc, c'est vraiment, il faut cumuler toutes ces là ce support-là, ce réseau-là. Et puis, moi, en réalité, je suis pas vraiment un entrepreneur. Je suis juste un miroir de tout ce que j'ai appris à travers eux autres. C'est tellement bien dit. Humble à 100%, bravo. Et
Je veux revenir encore une fois sur la partie de IBM. Ils t'ont demandé de revenir à Toronto, si je comprends bien. C'est en plein Puis ça. C'est en plein ils ça. t'ont dit, viens-t'en avec nous, mais ils ont rien demandé en échange, si je comprends bien, C'est ou en très plein peu. ça. Ben, il y a beaucoup de monde qui vont faire ça. Pas mal tous les programmes et les accélérateurs que j'ai parlé présentement vont offrir des packages comme un Office ou avoir la formation dans l'accounting, la formation dans la vente. Puis ça coûte rien pour les startups. C'est vraiment un gros écosystème. À Toronto, c'est très bien supporté. À Montréal, c'est très bien supporté. Et surtout en cybersécurité à Montréal, c'est le meilleur écosystème. Donc, ces personnes-là vont vous accueillir, vont vous supporter dans tous les angles, vont vous aider avec ce que vous avez besoin durant la plupart du temps, 6 mois, des fois 2 ans. Et puis, ça coûte rien pour les compagnies. On est vraiment de A à Z supporté. Et puis, ils peuvent essayer des proof of concept avec leurs produits, ils peuvent essayer des proof of concept avec leurs clients. Ça ouvre des portes, puis en même temps, ça nous aide à avoir une meilleure crédibilité. C'est intéressant. Puis, tu mentionnais qu'en cours de route, tu n'as pas voulu aller vers les incubateurs qui demandaient de l'équité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours positif face à cette décision-là ou tu dis, ça m'aurait peut-être aidé, j'aurais été plus vite ou je serais curieux de t'entendre parler là-dessus? Mais en réalité, c'est à nous à décider si on veut donner, exemple, 4% de notre compagnie basé sur qu'est-ce qu'on a eu durant ce 6 mois-là. Moi, je mettais un montant fixe au début en disant, je voudrais raiser tant, je voudrais avoir tant de plus de clients. Est-ce que vous pensez que le programme pourrait m'aider à apporter ça? Et s'il ne réussissait pas, à partir de là, je demandais juste de me faire rembourser basé sur le contrat. Textor appelle ça le EBG, Equity Back Guarantee. Founder Institute, c'est juste un contrat qu'on doit signer avant les 3 dernières semaines. Si tu ne signes pas, tu n'as pas besoin de donner de pourcentage. Donc, c'est là que j'ai compris, OK, il y a une game aussi. Euh, il y a vraiment une business à bâtir avec ça, mais en même temps, il faut faire attention de ne pas donner des equity back. J'ai vu des personnes qui ont signé des papiers, qui ont gagné des equity, ils ont de la misère à avancer. Parce qu'après ça, le prochain round, il y a beaucoup de rétroactions qui vont se faire investir basées sur le dernier round. Et puis, c'est vraiment dur d'aller en avant lorsqu'on a ces poids-là en arrière. Donc, on est super content de notre décision. Puis, je suggère à tout le monde de jamais donner un equity en échange de services. Il y a des services gratuits à travers tout le pays et à travers toute la province. Il faut juste les trouver. Très impressionnant. Je ne savais pas non plus que c'était négociable aussi ou que c'était selon le résultat. Fait que c'est super intéressant le bout que tu nous apportes là-dessus. Tu mentionnais que tu as fait un save en cours de route, un SAVE, si ma mémoire est bonne. Pardon, c'est SAFE. SAFE, Oui, oui, toujours oui. entre C'est un le F et le V. simple agreement. Je m'en souviens plus, mais c'est pour un investissement qu'on peut faire en seulement 24 heures. Là. On peut signer à recevoir l'investissement. Et ça serait peut-être intéressant de rentrer légèrement dans ce sujet-là parce qu'on le voyait, exemple, dans l'écosystème de Seed, donc les premières rondes de financement un peu au niveau des anges à Montréal. Ange Québec a changé beaucoup leur modèle pour s'en aller vers ce modèle-là, Safe, qui est, je pense, beaucoup moins de paperasse, beaucoup plus Oui. rapide. On n'a pas besoin de s'obstiner sur une valorisation de l'entreprise. Je serais curieux d'en entendre parler directement de toi, ton expérience. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est aussi positif comme possibilité d'aller lever de l'argent comme avenue? Là? Je suis Mhm. simplement curieux de t'entendre parler là-dessus. Bonne question. Bonne question. En réalité, Safe a sauvé ma compagnie. Je vais répéter, là, c'est SAFE, mais c'est un document qui a été créé par Y Combinator. Maintenant, c'est disponible à tout le monde. On peut aller en ligne, Y Combinator. Si je me trompe pas, sinon c'est Mars ou Y Combinator, je veux pas mentir. Mais ce contrat-là fait en sorte qu'on dit juste quel est le cap, quel est le pourcentage de discount, et puis il n'y a pas de deadline, il n'y a pas d'intérêt qui va se bâtir comme un convertible. À partir de là, qu'est-ce que je trouve qui est important, c'est de savoir que le cap doit être augmenté à chaque fois. Donc, exemple, 3 ans, j'ai dit, je vais mettre un cap à 2 millions de dollars. Lorsqu'on va se faire convertir, si vous investissez, exemple, 100 000 dollars, ça va être 5 de la compagnie. Peu importe si on se convertit à 100 millions de dollars, ça va être 5 de la compagnie. Donc, lorsqu'on commence, évidemment, le cap de la compagnie va être bas. Donc, après ça, on a monté à 8 millions. Ensuite, les personnes qui savent qu'on va convertir bientôt pour une ronde, on dit on met aucun cap. Donc, on investit sans aucun cap et puis le pourcentage de discount est de 10 Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on convertit pour la prochaine ronde, la personne va avoir un pourcentage basé sur le prix qui va être fixé dans le futur, moins 10 C'est bien pour eux et c'est du love money pour les entrepreneurs.
Vraiment, ça peut vous donner le temps de réussir à augmenter vos sales, augmenter vos revenus, placer vos tokens, puis à partir de là, vous pouvez faire un round qui va être basé sur une évaluation qui fait du bon sens pour vous. Donc, je pense que, si je vais de mémoire, c'est Simple Agreement for Future Equity, donc quelque chose de You très got it. simple. C'est en plein ça, c'est en plein Exactement. ça. Puis un autre point que je veux apporter aussi, c'est ça permet aussi de continuer. Exemple, au début, je faisais un pre-seed lorsque j'ai dit un cap à 2 millions, j'ai été chercher un petit 50 000 avec ça. Et ensuite, lorsqu'on a continué à augmenter le cap, ça ressemble plus à un seed, mais j'ai pas besoin de convertir, j'ai pas besoin de payer 75 000 pour pouvoir réussir à faire la conversion. J'ai vu des compagnies qui ont fait des convertible debt, ils ont réussi à avoir toutes leurs rounds. Mais là, présentement, ils sont pas capables de convertir leur rente parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir payer le legal fee, pour pouvoir réussir à changer tous les papiers. Donc, à ce niveau-là, je trouve que le safe, c'est une bonne option. C'est vraiment bien que ça soit arrivé au marché parce qu'on l'entend que ça limite le temps requis pour l'entrepreneur à se dédier à la ronde de financement. Ça limite les dollars en légal, puis ça limite aussi beaucoup de friction de c'est quoi la valorisation réelle au bout de la ligne. Je serais Voilà. curieux de t'entendre par contre sur les discounts, donc les pourcentages, je dirais, de rabais quand il y a la ronde d'équité qui arrive. Toi, tu as vu des 10%, est-ce que c'est la norme? Est-ce que généralement c'est plus que ça? Il me semble Euh, dans mes souliers, c'est faible, 10%. Là. c'est une bonne question. D'habitude, c'est 20-25%, mais ça dépend aussi du cap. Si vous mettez un cap très bas, à partir de là, ça vaut même pas la peine de parler du discount parce que vous allez probablement passer le cap. Mais des safes, c'est fait par du monde qui vont vouloir vous supporter, croient en vous et regardent pour la prochaine ronde. Souvent, c'est du love money, puis c'est pour ça que si on met le pourcentage de discount plus bas, à partir de là, ça va être moins dur de réussir à faire la conversion dans le futur. Un point aussi qui est important, c'est que le cap, s'il commence à 2 millions, après ça, monte à 8 millions, vous ne pouvez pas retourner à 2 millions. Donc, toutes les personnes qui ont été précédemment signées un save vont être converties avec le maximum de cap que vous avez mis à la fin. Donc, votre cap va tout le temps augmenter pour être sûr que votre prix et votre évaluation va augmenter, mais en même temps que personne va être altéré comme contrat dans le passé. Ça met un peu de pression sur les épaules de l'entrepreneur que la Évidemment. business avance et apporte ses chiffres au final. Là. Évidemment. Et là, le fameux safe, quand tu l'as fait de ton côté, on se situe en 2022 à peu près? C'est à peu près ça. J'ai commencé en 2021 à faire mes premiers saves. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je pense que tu avais un marché précis que tu attaquais. Il y a eu un pivot au niveau du marché Oui, aussi, je oui, oui, pense. oui. Ça a été notre première et la plus grosse erreur qu'on a faite. On a vu, souvent on regardait l'attraction qu'on avait, puis on voyait le monde financier avait une très grande traction envers notre produit. Puis on se disait, les banques ont beaucoup d'assets à protéger, ça fait du bon sens, voici notre marché cible. Ben, quand on doit implémenter des produits à l'intérieur d'une banque, le pas du temps, on parle d'un sales cycle avec un compliance cycle de 3 ans. Donc, pour une startup, lorsqu'on se C'est ramasse trop avec long. un contrat de 3 ans, c'est mortel. Donc, on a fait je veux dire, la première année et demie, 2 ans, en dessous de cette supposition, non, je veux dire, cette espérance d'avoir un revenu géré de là. Même si on a gagné la compétition nationale par Desjardins, puis qu'on est partenaire dedans, l'entrepreneur chez Desjardins, ça nous a pas ramené beaucoup de revenus de ce côté-là. Vraiment, les banques, c'était néant à ce moment donné-là. Donc, tout, je sais pas si je devrais tout de suite en parler, mais tout a pivoté en 2022, où est-ce que le département de la défense des États-Unis a mis mandatoire ou obligatoire d'avoir une authentification continue basée sur biométrie comportementale. Ça donnait bien, c'était mon produit. À partir de là, on a vu des personnes arriver de UK, États-Unis, Canada, ils ont commencé à cogner notre porte. Et puis là, on se demandait comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réussir à attaquer ce marché-là, parce qu'on n'a pas les certifications, on n'a pas les clearances, on n'a pas tout ce qu'il faut présentement pour pouvoir réussir à attaquer ce marché-là. Donc, c'est là qu'on a compris notre marché cible et en réalité les intégrateurs et de services en cybersécurité et en technologie de cybersécurité. On peut juste s'allier avec eux autres, intégrer notre technologie dans leurs produits et puis intégrer directement la Défense nationale, les banques, etc., sans même qu'on ait aucune complication de notre côté. Donc, on a trouvé une façon de changer notre sales cycle de 3 ans à environ 1 mois. Donc, ça nous a fait du bien et on a réussi à avancer un petit peu à partir de là. Et de toujours quand même avoir dans la mire des clients qui ont des budgets puis des sous. Donc, quand on parle avec l'armée, généralement,
c'est important, puis ils ont les budgets qui sont là, donc Mhm. j'imagine qu'ils ont moins de problèmes à dire on y va de l'avant, puis qu'une Mhm. compagnie peut-être privée ou une banque qui, des fois, doit satisfaire les actionnaires. Là. Définitivement. L'armée, c'est les seuls qui vont avoir un RFP avec le budget illimité. Donc, il n'y a pas d'autre verticale qui ça va Wow! se produire. Ouais. Et quand ça s'est arrivé, que les États-Unis ont demandé ce niveau-là de sécurité, est-ce que tu l'as su instantanément? Est-ce que c'est quelque chose que tu suivais activement dans les nouvelles ou c'est quelqu'un qui est venu cogner et qui a dit Hey Joe, je pense qu'il se passe quelque chose de l'autre côté, puis tu dois regarder ce marché-là potentiel? Comment ça s'est passé, cette dynamique-là? Ben, t'as très bien compris. C'est une compagnie qui s'appelait Interseed qui s'en venait du Royaume-Uni, qui sont venus en disant on veut vous acquérir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est produit? J'ai pas compris la vague. Tout ce qu'on avait comme contrat était tout confidentiel, secret. Donc, on se demandait pourquoi qui était intéressé. Ensuite, on a posé la question durant le premier meeting, et puis c'est là qu'il a déposé justement le PDF de DOD avec l'information qu'on était mandatory dans le nouveau Zero Trust Architecture. C'est là qu'on a compris, OK, là, beaucoup de monde qui cogne à la porte, puis c'est pas des banques maintenant. C'est là qu'on a compris comment est-ce que ça se passait, mais on n'avait même pas présentement la capacité d'avoir des personnes qui regardent le marché dans le département de la défense. On avait une vision focus sur les banques, puis on pensait pas du tout à eux. Donc, si eux ne seraient pas arrivés avec cette slide-là dans un PowerPoint ou dans un PDF, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ce pivot-là. Là. Fate serait peut-être plus là. Vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Puis là, vous vous êtes dit, bon, on a des choses à faire de notre côté pour être admissible dans les appels d'offres là-bas. Ouais, ouais. Je serais curieux, ce processus-là, là, puis là, il y a peut-être des éléments confidentiels par rapport à ça, mais il y a quand même un coût, un délai quand on regarde ça. On dit, bon, OK, il faut réussir à avancer, mais il faut quand même évaluer, est-ce qu'on parle de 10 000 est-ce qu'on parle de 100 000 est-ce qu'on parle d'1 million pour devenir admissible puis rencontrer les exigences, plus le délai. Comment vous avez attaqué ce problème-là? Puis ça s'est chiffré à quoi au final? Si vous êtes ouvert à en parler, je sais qu'il y a peut-être des Oui, choses oui, oui, oui. confidentielles. Là. Ouais, ben, point de vue contrat, je peux pas beaucoup en parler, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir réussir à durer le plus longtemps possible, pour pouvoir réussir à avoir un revenu. Une chose qui est super importante pour les entrepreneurs à savoir, c'est l'aide qu'il y a présentement sur le marché. Juste pour vous dire des chiffres, en 2022, on avait fait 770 000 de dépenses. Et puis, 575 000 est revenu en forme de grant, refund, tax return. Donc, c'est vraiment important de tackle toutes les aides qu'il y a présentement du gouvernement pour le R&D, de SHRED, je pense que ça s'appelle. Paris aussi offre beaucoup d'aide, point de vue tout ce qui a rapport à vos brevets, à vos marques déposées. Il y a beaucoup de programmes. Au Québec, présentement, je pense que le plus beau programme, c'est Main et Silex. Ces personnes-là sont magiques, ils vont vous supporter sur tous les angles de votre compagnie. Entrepreneur chez Desjardins aussi, c'est très bien, mais c'est dur d'y rentrer. Faut vraiment, c'est assez sélectionné. Ils prennent une ou deux personnes par cohorte, donc c'est assez compliqué à aller là. Mais faut tackle dans excusez-moi, faut attaquer tous ces avantages-là, toutes ces opportunités-là pour pouvoir réussir à survivre, à avoir un RFP qui peut durer 1 an et demi de temps et puis qu'on puisse réussir à payer les employés pendant ce temps-là. Il faut aussi beaucoup écoutez, c'est la première fois que j'en parle, d'habitude j'en parle pas, mais il faut beaucoup d'originalité et débrouillardise. À un moment donné, on n'avait plus de payroll. C'était zéro, on n'avait plus de payroll, il n'y avait plus rien à faire. On était dans une conférence à Las Vegas. Tout le monde recevait leur dernier paye. Après ça, on savait plus quoi faire. Je sais que c'est pas la bonne chose. Puis si on regarde présentement l'histoire de Purolator, c'est la même chose. Le gars, il a fait la même chose. J'ai pris ma dernière paye qui était 2200 $. On était sur une table de poker, moi et ma femme. On a joué pendant à peu près 1 journée et demie de temps. On était chercher 65 000 de là. On était capable de faire le payroll pour les 3 prochains payrolls de notre équipe. Ça nous a donné le temps de recevoir notre shred, puis on était capable de survivre pour toute une autre année avec ça. Donc, faut tout le temps, faut être original, faut trouver la façon. Des fois, on va s'arracher les cheveux, on va se mettre une petite boule, comme je pense qu'on a déjà parlé, on va mettre une petite boule avec une couverte sur la tête pour pouvoir réussir que personne ne voit plus jamais, mais non, c'est tough. C'est pas de glamour comme le monde peut penser, mais
regarde, aujourd'hui, on est super heureux. Tout le monde est heureux. Tout le monde a reçu une belle paye. Tout le monde est content. Tout le monde a un pourcentage de la compagnie. On travaille dans une compagnie puis dans un produit qu'on aime puis qu'on est fier. Donc, ouais, je me souviens plus pourquoi je parle de tout ça, mais bon, c'est très émotionnel pour moi, mais on doit trouver la survie. Il faut trouver tout le temps la façon de survivre avec tous les programmes et les façons qu'on peut. Mais c'est hallucinant, Jonathan. Tu es en train de me dire qu'il y a un payroll que vous avez réussi à faire en game blanc au casino, là, En réalité, littéralement. 3 payrolls. On a réussi. J'étais un bon joueur de poker. C'est pas quelque chose que je ne gamblerais pas ma compagnie là-dessus. Mais pour sauver ma compagnie, je vais travailler 36 heures d'affilée sur une table de poker pour pouvoir réussir à trouver la dernière façon de s'en sortir. Wow! C'est impressionnant. Je mets, là, c'était FedEx. C'est le créateur, le fondateur de FedEx que lui, il a été sur une table de blackjack puis il a réussi à payer le dernier bill de son truck avec sa dernier salaire. Vraiment impressionnant. Ça me fait, quand tu parlais de Vegas, ça me faisait penser aussi à Guy Laliberté, Cirque du Soleil, quand que toute l'équipe Oui. avait un billet seulement pour se rendre à Vegas, puis il n'y avait pas d'argent pour revenir. Donc, si ça ne fonctionnait pas, en espérant que les tables de casino étaient bonnes, ça ne fonctionnait pas, mais au final, ça a bien fonctionné, puis on connaît le succès aujourd'hui. Vraiment impressionnant. Et à ce moment-là, je veux juste retourner dans l'histoire. Vous avez réussi à vraiment bouger l'entreprise pour l'amener... j'ai le mot compliance en anglais, donc qu'il soit admissible pour les appels d'offres aux États-Unis. Vous avez commencé vos premiers appels d'offres. De ce que je comprends, les cycles de vente ont quand même bougé plus rapidement qu'un appel d'offres standard qu'on entend, qui est souvent des trimestres ou des années au niveau du gouvernement. La première fois que vous avez signé un contrat avec le gouvernement, là, exemple des États-Unis, comment ça s'est passé ou comment vous avez... c'est quoi l'émotion qui est sortie de tout ça, là? Ben, premièrement, vu qu'on travaille tout à la maison, il n'y a pas personne, il n'y a pas d'office, on a juste des offices virtuels pour pouvoir avoir des adresses. On a dit, OK, là, tout le monde, on s'en va tout au Mexique, on voyage toute la compagnie ensemble, on s'en va au Mexico City, puis on s'en va à Oaxaca ensemble. C'était vraiment, on n'a pas dépensé tant que ça parce que si on regardait le prix d'un office, ça coûtait plus cher 2 mois d'office que qu'est-ce que nous autres on a fait en voyage. Donc, les investisseurs étaient corrects, nous autres on était corrects, on dépensait pas trop puis on a célébré ça tout ensemble. C'était vraiment un moment où ça faisait 2 ans qu'on travaillait sans s'avoir vu une fois. Donc, c'était le bon moment pour dire, OK, là, on voyage tout ensemble puis on a vraiment apprécié, on a dit, OK, tant qu'à investir un office en place, on va faire 2 voyages par année, on va découvrir le monde ensemble, on va passer du temps pour pouvoir bâtir une synergie. Donc, c'est un peu qu'est-ce que ça avait produit avec notre premier contrat. Vraiment intéressant. Là, on est en 2022, j'imagine? C'est en plein ça, c'est en plein ça, wow. 2022. Et la formule de ne pas avoir de bureau présentement, mais de voyager une à deux fois par année, c'est toujours en vigueur? C'est en plein ça, oui. Première fois que j'avais parlé de ça, après COVID, je me souviens qu'un investisseur m'a dit, si tu veux qu'on investisse en vous, il va falloir un office. Sinon, jamais un investisseur va investir en vous. On se promenait et on a regardé des offices pour une quinzaine de personnes. Ça nous coûtait des 50 000 $ à Toronto par mois. On peut pas se permettre ça en tant qu'un start-up. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais rouler aider. Je vais juste prendre un office virtuel puis on va travailler tout remotely. Puis à partir de là, j'ai embauché du monde de l'Alberta, du Québec. Je pouvais réussir à tackle dans tous les meilleurs contacts que j'avais à travers le Canada. Et puis, le COVID est arrivé. Donc, j'avais l'air d'un fou, mais tout à coup, j'avais l'air d'un génie parce que tout le monde avait le problème d'avoir des offices à payer sans pouvoir mettre les employés dedans. Vraiment intéressant. Puis c'est le fun de voir que la formule est toujours gardée intacte à travers le temps. Je pense que ça peut être pour une entreprise qui distribue un petit peu partout à travers plus qu'une province ou plus qu'un pays, ça fait du sens au bout de la ligne. Ouais. Et là, premier contrat aux États-Unis qui est signé. Là, je pense qu'il y a peut-être d'autres gouvernements qui sont venus cogner à votre porte ou que vous étiez intéressé à avancer peut-être avec eux. Donc là, je pense que les ventes se sont mis à s'enchaîner une après l'autre dans le militaire. C'est bien ça? Mais aussitôt qu'on commence à faire des ventes à l'extérieur du pays, le Trade Commissioner Services aide beaucoup à pouvoir réussir à tourner autour. Donc là, présentement, on est rendu avec un office en Israël, Tel Aviv, à Abu Dhabi, en UAE, de Hague, Netherlands. Oui, on est en train d'en ouvrir une en UK. Et puis, on a réussi à extérioriser notre produit beaucoup. Là. En les derniers 7 mois, on a fait plus de 20 pays pour pouvoir réussir à rencontrer les gouvernements, les militaires, pour pouvoir montrer notre produit. Et puis, c'est tout supporté par le Trade Commissioner Services, par MyTac. Ça coûte rien à la compagnie. C'est tout le temps subsidisé
présentement parce que c'est le pays qui demande à voir notre produit. Puis c'est bon pour le pays de faire des ventes à l'extérieur du pays parce que ça génère des taxes, ça fait du revenu pour le pays. Donc, c'est pour ça qu'ils nous supportent à faire le tour à travers le monde. Vraiment intéressant. Ouais. Et là, je te pose une question, puis peut-être c'est confidentiel, tu peux pas en parler, puis au pire, on le coupera au montage, mais là, tu commences à voir un petit peu, j'imagine, la joute au niveau cybersécurité à travers le monde. Il y a probablement des pôles opposés entre certains pays. Est-ce que tu ressens ou tu vois un petit peu cette game-là que, vu qu'on est au Canada, vous êtes peut-être privilégié, vous pouvez aller vous promener à gauche et à droite, mais qu'il y a des forces qui vous tirent plus d'un côté que de l'autre ou qui disent non, si tu fais affaire avec tel pays, peut-être que nous autres, on ne signera pas. Est-ce qu'il y a une dynamique qui se passe à l'échelle mondiale à ce niveau-là? Ben oui, je pensais pas tant que ça jusqu'à temps que un de mes investisseurs, je dis peut-être qu'on va les vendre dans ce pays-là parce que présentement il y a un client qui est intéressé. Il dit si tu vends dans ce pays-là, tu vas présentement te ramasser en prison. Je comprends pas. En cybersécurité, tu n'as pas le droit de vendre ton produit à travers tous les pays du monde. C'est là que j'ai vu la dynamique. Je dis OK, là, ça change beaucoup. Donc là, c'est pour ça qu'on a un pied à Abu Dhabi. Ça nous donne une bonne visibilité sur savoir qu'est-ce qui se passe dans le BRICS, qu'est-ce qui se passe présentement avec le NATO. NATO nous a acceptés, donc on essaie de vraiment être low profile, rester avec les Five Eyes, rester du côté du NATO, mais on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec le BRICS, parce que notre produit, c'est une défense et non pas un arme. Donc, on peut quand même dealer avec pas mal tous les pays. C'est bon d'aider tous les pays à se défendre. Ça serait une différente chose, ça serait présentement une attaque ou un virus ou quelque chose que j'ai créé là, bien sûr. NATO partagerait pas le même produit avec le BRICS, mais oui, très forte dynamique. Quand que la guerre en Israël a commencé, UAE, ils ont déplogué directement. Là, maintenant que c'est un peu calmé du côté du Hamad, mais que ça continue un petit peu du Liban, ben là, ils ont replugué un peu la discussion, on continue un peu la machine, mais définitivement, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on va voir tous les clients nous muter ou nous ghoster, puis les autres côtés vont nous ouvrir la machine. Wow! Fait que c'est vraiment une partie d'échec politique à l'échelle mondiale dans laquelle vous êtes inséré. Et c'est vraiment la nouvelle formule de la guerre d'aujourd'hui. Vous êtes sur le terrain, mais de manière virtuelle. Puis là, il y a des alliances. Puis c'est vraiment impressionnant. Oui. Ben, écoute, il a fallu qu'on s'entoure des meilleurs. On a présentement Daniel Steve, qui est un haut placé dans la défense nationale canadienne. On a aussi Ben David, qui est présentement celui qui s'occupe des échanges entre l'Israël et le Canada, point de vue cybersécurité. C'est les autres vraiment qui nous alignent un peu où aller. Exemple, pour avoir une clairance, une clairance secret, c'est extrêmement compliqué. Sans avoir ces experts-là autour de nous, je pense qu'on serait jamais capable de passer à travers tout ça, mais grâce à eux, on a réussi à trouver la faille et puis déclencher la clearance secret. Mais oui, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Il faut faire attention puis s'entourer des experts. Et juste pour donner l'importance du produit pour la protection au niveau sécurité nationale, il y avait je pense qu'il y a une nouvelle qui est sortie comme quoi qu'il y avait un pays qui avait accès à toutes les données biométriques d'agents d'importance d'un pays X. Là, je ne sais pas si on peut le nommer ou pas, mais donc la biométrie traditionnelle au niveau des empreintes digitales, au niveau des yeux et tout le reste autour, c'est plus nécessairement sécuritaire. Donc, c'est de là, ça devient super important, un produit comme le vôtre, où c'est beaucoup plus difficilement piratable ou copiable. Oui. Ben, définitivement, tu amènes un bon point. Je peux en parler parce que c'est maintenant public. Les talibans ont mis la main sur toutes les biométries comportementales des Américains. Donc, ça veut dire toute la banque de données, puis en même temps avec les services militaires, ça veut dire pas mal tous les Américains. Donc, à partir de là, c'est là que Biden a ouvert un contrat. Il dit, on investit, la première année, c'était 22 millions. Ensuite, ça a passé à 80 millions, puis on est rendu, c'est exponentiel. Mais ils veulent ajouter des niveaux biométriques qui n'existaient pas avant que le vol se produise. Comme ça, on va avoir des nouvelles biométries pour pouvoir protéger personne. Donc, la biométrie comportementale. Donc, la chose qu'on est fier, c'est qu'on a réussi à breveter, puis c'est un brevet québécois, donc c'est encore plus fier, on a réussi à breveter la seule biométrie comportementale non invasive. Donc, on veut pas être un autre problème comme le Genesis Market où il y a 2 millions de fingerprints qu'on peut acheter à $1 par fingerprint. Je peux pas changer mon empreinte digitale, right? Donc, nous autres, on a passé une biométrie où ce qui est attaché à la plateforme.
Donc, si tu l'utilises sur Twitter, tu l'utilises sur Facebook, une brèche de sécurité sur Facebook, ils viennent qu'à avoir ta biométrie. Ils pourront pas l'utiliser sur Twitter. Donc, c'est vraiment non invasif. Ce dommage-là, cette catastrophe-là se produira plus. Puis, on est fiers qu'on est la seule biométrie présentement qui est disponible et brevetée sur le Et marché. breveté, oui. C'est le bout extrêmement important. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Et tout ce processus-là de brevet, je pense qu'il y a eu des réglementations à travers divers pays qui ont changé il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fond, pour avoir une certaine alliance, pour faire reconnaître un brevet un peu plus à l'échelle mondiale. Oui, Comment ça a fonctionné? Est-ce que ça a bien été de votre côté de réussir à aller chercher oui. un brevet? Tu parlais qu'il y a eu de l'aide au niveau du gouvernement, mais est-ce que le processus est quand même positif et quand même assez simple ou ça a été Oui. ardu? Oui, oui. Premièrement, l'aide du gouvernement a été faite par Paris pour le premier volet qui était les inspections, les enquêtes pour savoir est-ce que c'est déjà sur le marché, est-ce que c'est disponible, faire une opinion de brevetabilité. Vraiment, Arap nous ont supporté à 100% là-dessus. Ensuite, ça a été Investissement Québec qui ont enchaîné avec le support de l'application des patentes, l'application des trademarks, le développement de la protection de notre propriété intellectuelle. Donc ça, c'est vraiment les deux personnes qui nous ont aidés pour pouvoir passer à travers tout ça. Sinon, en tant que start-up, on n'aurait pas été capable. Qu'est-ce que tu viens de parler? C'est présentement, je pense, l'alliance qui est arrivée en Europe, où est-ce que vraiment ça a fait de nous, à place d'appliquer au Canada, aux États-Unis, ensuite en UK, Israël et ensuite tous les pays de l'Europe, on avait été capable de juste faire une demande de l'Europe puis qu'eux autres vont faire ça, c'est sûr que ça serait la Chief Legal Officer qui devrait parler de ça, mais en gros, c'est qu'une application puis que toute l'Europe va être couverte grâce à cette application-là, ce qui nous a sauvé beaucoup de frais et beaucoup de temps. Et beaucoup de casse-tête également Ouais, de ouais, ouais. répondre à chacune des demandes. Il y en a qui sont refusés, d'autres acceptés, mais c'est les mêmes pratiquement documents. Mm-hmm. Puis ça devient Mm-hmm. un casse-tête à gérer. Fait que c'est intéressant de voir qu'ils ont quand même simplifié ça. Moi, je l'avais vu Ouais. avant que ça soit mis en place. Fait que j'avais pas vu personne qui l'avait fait avec le nouveau processus. Fait que j'entends que c'est C'est magique. probablement positif au final. Le Ouais, mot ouais, magique est bon. ouais, ouais. Ben, je sais pas à quel point c'est moins difficile pour notre avocat, mais je sais à quel point ça me coûte moins cher en utilisant ce procédé-là. Donc, c'est magique. Vraiment intéressant. Et là, maintenant, est-ce que vous êtes 100% exclusif à vendre pour le militaire ou vous avez d'autres branches que vous poursuivez en parallèle? On travaille avec le militaire, le gouvernement, parce qu'il y a des secteurs qui vont utiliser notre produit, Services frontaliers, Revenu Canada, Post Canada. On s'enligne là-dessus. On a des grosses discussions avec leurs providers. Et puis, on travaille beaucoup avec les banques, bien sûr. Il y a plusieurs banques qui utilisent notre produit parce que le 3 ans a été passé. Puis maintenant, on est capable de prouver qu'il y a une validation une fois qu'il y a une coupe de banque qui est rentrée. Là. Ça va beaucoup plus vite que 3 ans. E-commerce, c'est une autre chose qu'on a commencé pour les digital wallets aussi, les bank apps. C'est pas mal, en gros, c'est ça qu'on vise. C'est le end customer. Mais en réalité, c'est ça qu'on vise le plus, c'est, comme j'ai dit, Cyber Security Service and Technology Provider. On aime mettre notre produit dans leur produit parce qu'on préfère dire on est une technologie qui s'accumule avec n'importe qui et eux autres ont la distribution. Vraiment intéressant. Et à quoi ressemble l'organisation aujourd'hui, puis où est-ce que tu la vois dans les prochaines années? Très bonne question. L'organisation, présentement, on est moitié, je vais dire administration, opération, moitié développement. On est environ une vingtaine présentement. Je crois qu'on va grossir notre compagnie à peu près une cinquantaine de personnes dans les 2 prochaines années. Basé sur la grosseur du rang qui s'en vient, je sais que je vais avoir besoin d'une équipe d'experts qui vont être dessus C-level. On a déjà présentement, probablement, je vais faire un step-up sur le chairman, je vais rester sur le board, puis je vais offrir ma position de CEO à quelqu'un qui a déjà fait la machine depuis plusieurs fois, puis qui a vu la business, puis il sait parler le langage du billionnaire. Donc, ce gars-là va s'occuper de ça, un nouveau CFO, as well, un nouveau CPO. Donc, on est en train de préparer une équipe de winners qui va pouvoir réussir à faire qu'est-ce que moi, je pourrais pas faire parce que j'ai pas l'expérience, mais définitivement, je vais apprendre beaucoup d'eux autres et puis je crois qu'on s'en va vers peut-être une prochaine unicorn. Donc, je croise les doigts. Je suis content, peu importe où ce qu'on s'en va, mais je crois que c'est là-dessus qu'on s'amène. On vous le souhaite, puis à la vitesse Merci. à laquelle ça l'avance, j'ai pas de misère à le croire que ça va probablement arriver, donc bravo. Merci. Et je pense Merci. que ça fait un petit bout qu'il n'y en a pas eu des unicorns canadiennes. Là. Il y a Ouais, 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 Shopify ouais. absolument, mais
Il n'y en a pas des dizaines, là. Fait que Mhm, on vous le mhm. souhaite Merci beaucoup. absolument. Merci beaucoup. On vous le souhaite énormément. Et bravo aussi d'avoir l'humilité aussi de dire que, exemple, ton poste de président, tu veux passer la balle à quelqu'un. Tu sais, des fois, il y a des gens qui restent accrochés longtemps dans un poste. Je pense que des Mhm. fois, il faut regarder comment on peut faire avancer l'organisation. Est-ce que tu le vois plus comme quelque chose de libérateur de ton côté, de laisser cette place-là à quelqu'un, ou tu dis, il me semble, j'aurais continué un peu. Et Ben, comment tu vois cette perspective-là? c'est une bonne question. Si je voudrais continuer, je pourrais continuer. C'est pas personne qui me demande de débarquer, donc c'est une bonne nouvelle en gros. Euh, j'ai essayé une fois de débarquer. J'ai fait un vote dans l'équipe. Sauf moi, j'étais pas là. J'ai demandé, s'il vous plaît, votez qu'on a besoin d'un autre CEO. Ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont demandé de rester. Donc, j'ai été lié à ça. Mais Wow. je crois que toute personne, lorsqu'ils vont passer d'un série A, B ou C, ça dépend c'est quoi leur niveau puis leurs compétences. Je crois que personne devrait penser qu'ils vont partir d'un précis et finir avec une licorne. C'est un différent game, c'est une différente. Moi, présentement, je vois que tout commence à être bureaucratie. Les certifications, les compliance, tout commence à être vraiment plus administratif et opération. Je suis un gars qui aime beaucoup serrer les mains, faire des partnerships, me promener pour pouvoir réussir à voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, tout nouveau, tout beau. J'aime dealer aussi avec mon équipe de développement, mon équipe de vente. Donc, peut-être faire un pas à l'arrière puis laisser des professionnels s'occuper de tout ce qui s'en vient compliqué pour moi va être le mieux. Parce qu'ils disent tout le temps, je cherche pas quelqu'un qui va réussir à augmenter ta capacité, mais je cherche quelqu'un qui va pouvoir réussir à remplacer qu'est-ce que tu fais. Et puis, c'est un peu enlever de la charge sur tes épaules, c'était un peu le but de ça. Donc, j'ai pas le professionnalisme d'aller chercher 180 millions dans un round et de faire des budgets pour pouvoir être sûr et certain qu'on fera pas aucune perte là-dessus. Il y a du monde qui sont payés, qui sont excellents à ça, et c'est un peu là-dessus que je visais. Fait, moi, je pense que le fait que je vais être remplacé veut dire que j'ai été capable d'amener la compagnie à un certain niveau qui est trop haut pour moi. Puis je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour moi. Je vais apprendre qu'est-ce qui va se produire par la suite, et puis je vais peut-être, la prochaine startup, je vais être peut-être capable de passer une coupe de séries de plus. Mais je croirais bien qu'une fois que l'acquisition va être faite, ou le merging, ou whatever va arriver après l'exit stratégie, j'en repars un autre startup. Je sais pas quoi, mais je repars un autre startup, je vais investir dans un startup. Je pense que ça va être pas mal ma prochaine destinée, juste rester dans ce monde-là. Wow, très humble et positif, ce qu'on entend. Merci. Est-ce que tu vas te donner un titre à la Elon Musk comme Techno King de l'entreprise? Je vais être le technology evangelist. Ça va être de même que je vais le prendre. Je vais juste être l'évangéliste, mais non, no king, no supreme, nothing. Très humble, bravo, tout à ton honneur. Merci, merci, merci. Je serais curieux, tu parlais du fameux moment où ce que, le faire les payes a été pratiquement impossible, que tu as sauvé ça par le casino. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où ce que tu t'es dit, là, écoute, je pense que c'est fini, puis là, la fameuse expression, je vais me mettre en boule en dessous de mon bureau avec une petite couverte, puis attendre, voir ce qui va se passer, là. Est-ce que tu as eu d'autres moments pendant les différentes années là, que tu as levé la startup? Je pense que les deux, trois premières années ont été en général des moments comme ça. C'est vraiment extrêmement tough. C'est autant qu'on peut être euphorique de joie quand on entend une nouvelle acceptance ou qu'on a été sélectionné ou un nouveau client, autant que le lendemain, ça peut être une roche qui nous tombe sur la tête puis on se ramasse en petite boule. C'est up and down. Il faut vraiment être capable de vivre dans ce monde-là. Il y a pas une journée où ça va être calme et tranquille puis il y aura pas de up and down. Donc, si on n'est pas capable de vivre dans cette montagne russe-là, euh, soyez pas entrepreneur. Si vous n'êtes pas un peu fou, soyez pas entrepreneur parce que réellement, il faut être un peu fou pour être entrepreneur. C'est pas glamour. La plupart du temps, quand on pense dans le temps, quand je pensais à un big corporation président, c'était le gars qui vivait dans son gros char de luxe sur le dos de ses employés, puis il était vraiment distancié de la compagnie. Moi, je travaille 2 fois plus que mes employés parce que je suis tout le temps en train de travailler 7 jours sur 7, 20 heures par jour. Euh, donc, c'est pas de glamour, c'est très dur, c'est tough, mais quand que ça commence à aller vers le haut, puis que ça commence à aller bien, ça vaut la peine. La façon que je dirais ça, c'est une longue montagne. C'est vraiment pénible de monter cette montagne-là. Mais lorsqu'on est rendu sur le dessus, la vue est magnifique.
J'ai pas fini. Ça fait juste commencer à m'éblouir. Donc, je peux dire que ça vaut la peine à la fin. Vraiment, j'aime la manière dont tu l'images. C'est extrêmement positif et pertinent. Et je suis du même avis que toi que c'est pas toujours facile et c'est pas toujours rose. Plus qu'on avance, si on s'entoure des bonnes personnes et qu'il y a une traction, là, ça devient plus intéressant à travers le temps, rendu en haut de la montagne. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y avait autre chose, Jonathan, que tu aurais aimé partager avec l'auditoire aujourd'hui? Définitivement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais parler présentement, mais je pense que le plus important, c'est de croire en soi. C'est le plus important. Je me souviens, à Hells Park, un gars m'a demandé, vends ton produit 50 000 $, trouve un vrai job parce que tu t'en vas nulle part. Puis ça me fait mal. Puis quand vous allez commencer à rencontrer les venture capitalistes, pensez pas qu'ils vont être gentils avec vous, puis que ça va être bonbon et rose, là. Ça va être dur. À chaque fois, il va falloir que vous croyez en vous, parce que si vous croyez pas en vous, ne demandez pas à un investisseur de croire en vous. Ça fait pas de bon sens, c'est égocentrique. Vous allez devoir premièrement croire en vous, même si personne croit en vous. Ensuite, quelques-uns vont croire en vous, c'est les premiers followers. Investissez tout ce que vous pouvez en eux. Parce que c'est vraiment eux qui vont amener la masse à vous suivre. Parce que s'il n'y a pas de followers ou les premiers followers, vous pouvez aller nulle part. Je veux dire, les deux, trois premières personnes les plus importantes, c'est les deux, trois premiers followers. Après ça, si vous bâtissez tout sur eux autres, vous avez votre corps. Fait que c'est un peu la façon que je pourrais dire d'avancer en avant. Tout seul, vous ne seriez pas capable. Ça va plus vite tout seul, mais on va pas très bien loin. Donc, entourez-vous de personnes. Fondeur tout seul, c'est dur. Les investisseurs ont de la misère à investir en ça parce que si quelque chose arrive, qu'est-ce qui arrive avec leur investissement? Donc, c'est pas mal les choses que je voudrais dire pour les prochains entrepreneurs qui pensent à partir de leur compagnie. Puis pour la prochaine, peut-être éventuelle startup, qu'est-ce que tu ferais de différent de ce que tu as fait jusqu'à date dans les dernières années? Beaucoup moins travailler sur le produit, beaucoup plus travailler sur le use case puis sur le go-to-market stratégie. C'est incroyable comment est-ce qu'une idée peut réussir à vous amener loin. Le produit va être utilisable une fois que vous allez avoir une vente. Donc, j'ai mis tellement de temps sur le produit pour qu'il soit parfait. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler sur la vente, je me suis rendu compte, OK, c'est pas demain que je vais l'intégrer. C'est sûr et certain qu'il y a une longue route à faire. Donc, pensez pas produit, pensez plus à propos. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a du monde qui est prêt à mettre de l'argent pour votre produit? Oui? OK. Travaillez sur le produit maintenant. C'est fou comment que le développement d'un produit techno aujourd'hui, selon ma perception, est 90% de la commercialisation puis 10% techno. Il y a toujours un défi techno en arrière, mais plus qu'on avance, il existe tellement de bonnes têtes à travers le monde qu'on peut réunir pour solutionner la création de ce produit techno-là. Mais la game est, même si le T'as nom est raison. produit techno, est tellement commercialisation, de marketing, attirer des clients, aller chercher ses clients, les nurturer. C'est fou comment qu'on ignore souvent ça au début quand on part une startup, Ouais. alors qu'on l'entend le message, mais tant qu'on ne le vit pas, c'est difficile à se l'approprier et à le mettre en action par la suite. T'as raison, Jonathan. J'ai tout le temps dit que même si on vient qu'à trouver le cure du cancer, la solution pour le cancer, la personne qui vient qu'à avoir breveté ça va avoir de la misère à faire sa première vente. C'est aussi ridicule que ça. Donc, c'est triste, mais c'est la réalité. Et honnêtement, je partage à 100% ton opinion. Avant qu'on termine, Jonathan, est-ce qu'il y a quelque chose que la communauté peut faire pour toi? Est-ce que tu cherches à rentrer en quelque part chez un client? Cherches-tu du staff de plus? Autre chose qui peut être utile? Super bonne question. J'aimerais beaucoup savoir s'il y a des personnes qui auraient besoin d'une extra capacité, une extra solution pour pouvoir renforcer leur produit en cybersécurité. Ça serait intéressant qu'ils viennent à moi parce que on est vraiment oversaturé point de vue inbound. Mais s'il y a des produits québécois qui veulent s'allier avec nous, on est tout le temps ouvert à ça. C'est un gros dada pour nous autres. On a une faiblesse là-dessus. Même si on n'a pas de temps, on va investir du temps là-dessus. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, j'aimerais savoir si quelqu'un a de la misère avec les programmes, avec les subventions, les choses comme ça. On recherche présentement un peu de mentorat. Je veux leur dire que je suis là, ça va me faire plaisir. Mon LinkedIn, Jonathan Gagné, Faith Inc. Juste envoyez-moi un message, ça va faire plaisir de supporter la communauté d'entrepreneurs parce que c'est un dur moment, puis on a tout le temps besoin d'appeler quelqu'un quand on pense à déménager au Mexique pour toujours, puis jamais revenir. Donc, je peux être là pour ça. Très généreux de ta part, Jonathan. Merci. Puis je Ça fait vois que tu as plaisir. fait le chemin donc, que tu veux redonner aujourd'hui. Fait que
tout à ton honneur, encore une fois. Très humble et très positif à vouloir aider les autres. Bravo. Merci, Jonathan. Pareillement pour toi. Pareillement. Ça va être un plaisir, si jamais vous l'acceptez, de vous suivre à travers le temps parce que si j'avais à parier sur une des startups qu'on a interviewées pour se rendre à la Billion Dollar Company, j'irais au casino avec toi. Merci, Jonathan. Très apprécié. J'apprécie beaucoup. Fait une dernière petite chose à rajouter, Jonathan, avant qu'on se quitte pour aujourd'hui, ou c'est complet? C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup de faire ça pour la communauté d'entrepreneurs. On a tous besoin d'entendre des bonnes discussions comme ça. Et puis, tu fais ça comme un charme. Grand plaisir partagé de discuter ensemble. Et pour tous ceux qui nous écoutent, comme on disait, si vous voulez rejoindre Jonathan sur LinkedIn, Jonathan Gagné, vous pouvez le rejoindre avec un petit email ou inbox message. Et on produit ce contenu avec amour et toute la gratuité du monde. La seule chose qu'on vous demande, c'est prendre 17 secondes de votre temps, mettre ce podcast sur pause et aller mettre un 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée. Et si vous avez aimé la discussion et que vous pensez que ça peut inspirer ou aider quelqu'un d'autre dans la communauté, n'hésitez pas à lui envoyer le lien de cet épisode. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Jonathan. Bye-bye. Grand merci tout le monde. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à nous écouter chaque semaine. J'en profite pour dire qu'on produit ce contenu-là avec beaucoup d'énergie, d'amour et de ressources. On vous fournit tout ça gratuitement. On vous demande seulement une petite chose, un 17 secondes de votre temps, s'il vous plaît. Mettez ce balado-là sur pause. Allez mettre un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur votre plateforme de balado préférée, Spotify, Apple Podcasts. Ça fait toute la différence et ça nous aide et ça nous encourage à continuer. Donc, je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.